Fenêtre ouverte sur le Talmud. Une série d'émissions proposées par le rabbin Michel Guggenheim et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série produite avec le concours de la Fondation Doron. Bonjour Michel Guggenheim. Bonjour. Alors troisième partie, troisième émission consacrée donc au premier traité de Brachot, au premier traité du Talmud qui est Brachot, les bénédictions. Nous allons lire l'intégralité de la première Mishnah aujourd'hui et je vous propose pour commencer de relire la première partie de cette Mishnah que nous avions étudiée les semaines précédentes. Oui, nous verrons maintenant que sa lecture est beaucoup plus aisée que les premières fois. Donc reprenons depuis le début. Mais matai korin et shema ba'aravin. À partir de quand peut-on lire, s'acquitter de la mitzvah, de l'obligation religieuse de lire le shema le soir? Misha'a she'akohanim nichnasim lechol bitrumatan. À partir de l'heure où les kohanim, c'est-à-dire les prêtres qui étaient en état d'impureté et qui vont maintenant, qui viennent de se purifier, vont avoir le droit de rentrer et manger leur terouma, leur prélèvement sacré. C'est-à-dire, en fait, nous avions dit la fin la fin de la journée, plutôt la tombée de la nuit, la sortie des 3 étoiles. Ça, c'était à partir de quand? Et maintenant, jusqu'à quand? Ad sof hashmora rishona divrei Rabbi Eliezer. Selon les paroles de Rabbi Eliezer, c'est jusqu'à la fin de la première garde, c'est-à-dire jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. V'chachamim omrim atratzot. Les sages, eux, disent que c'est jusqu'à la moitié de la nuit exactement, et pas au-delà. Rabban Gamliel Omer, et Rabban Gamliel dit jusqu'à ce que monte la colonne de l'aube, c'est-à-dire en fait jusqu'au petit matin, au début de la journée. Et nous avions donc indiqué à nos auditeurs que en fait la question qui était sous-jacente, c'était de savoir ce que signifiait cette obligation qui est faite de lire le Kriyat, de faire le Kriyat Shema, donc de lire le schéma, de lire la prière Écoute Israël, Besharvecha, c'est-à-dire à ton coucher. Que signifie le mot coucher? Est-ce que ça veut dire au moment où on se couche, ou bien jusqu'à la fin de la nuit? Jusqu'à la fin du moment où on est couché. Et cela nous avait permis de comprendre l'opinion de Rabbi Eliezer, le premier tiers, qui disait la période où l'on va se coucher, donc on va pas se coucher plus tard, et ça nous avait permis de comprendre l'opinion de Rabban Gamliel, le troisième avis, qui dit on reste couché toute la nuit. Par contre, à Tratzot, jusqu'au milieu de la nuit, là on ne comprend pas très bien ce que ça signifie. Voilà, on n'avait pas expliqué ça, et c'est la fin de la Mishnah qui va nous éclairer sur ce point. Alors continuons la lecture de la Mishnah. Maaseh uva uvanav. Alors on va lire. Je signale à nos auditeurs que nous allons lire maintenant l'intégralité de cette Mishnah. Enfin toute la fin de la Mishnah. C'est un petit peu long, mais on va bien entendu revenir pour expliciter chacune des parties de ce passage. Et des points qui ont été évoqués. Maaseh. Donc, Maaseh, ça signifie qu'il y a eu une histoire, donc très curieusement et de manière peut-être très pédagogique et didactique parce que le lecteur est peut-être déjà un petit peu fatigué de tout ce qu'on lui a mis dans la tête, on nous annonce une histoire. Uvahu vanav mi beit hamishté, et ses fils, donc les fils du rabbin que l'on vient de citer en dernier, c'est-à-dire les fils de Rabban Gamliel, sont venus mi beit Rabban Gamliel qui pense lui qu'il faut donc lire le schéma qu'on peut le lire jusqu'à la fin de la nuit, le début de la journée. Ils sont venus tard le soir, semble-t-il, mi beit hamishté, d'un festin. En principe, on suppose qu'il s'agit d'un festin, d'un mariage, et qui s'est terminé tard dans la nuit. Amroulo. Et donc, ils sont venus voir leur père et ils lui ont dit, Lo karinu et shema. Nous n'avons pas lu le Shema. Ils avaient été pris tellement par la fête et par leur joie de participer à cette fête qu'ils avaient complètement oublié, semble-t-il, de s'acquitter de cette mitzvah. Sous-entendu, qu'est-ce qu'on doit faire? Amar lahem, il leur a dit, Imlo ala amud hashachar, chayavin atem likrot. C'est très simple. Imlo ala amud hashachar. Si la colonne de l'aube, le matin, ne s'est pas encore levée, donc il fait encore nuit, chayavin atem likrot, vous avez l'obligation de lire. Ce qui apparemment semble être tout simplement la répétition de Rabban Gamliel, de la vie de Rabban Gamliel.
Et Rabban Gamliel poursuit son enseignement et dit Velo zu bilvad amru. Et ce n'est d'ailleurs pas seulement cela que on a dit. Et la kol ma she'amru chachamim ad chatzot mitzvatan ad sheyale amud hashachar. Mais sous-entendu de manière plus générale, chaque fois que les sages ont dit jusqu'à minuit, en fait, la mitzvah, c'est jusqu'à l'aube. On a l'impression que Rabban Gamliel est en train de poursuivre sur sa lancée en disant, chaque fois que le Chachamim dit à Chatzot, en réalité, c'est pas Chatzot, c'est la mitzvah, c'est jusqu'au matin. Et il donne deux exemples. Il est en train de nous dire que la deuxième opinion, qui était donnée au départ, donc au début de la Mishnah, à savoir Atratzot, que l'on peut lire le schéma jusqu'au milieu de la nuit, c'est en fait la même opinion que lui-même, en quelque sorte, du point de vue halachique. On peut pour l'instant, on peut se demander si c'est son opinion qu'il est en train de dire ou si c'est l'opinion des Chachamim. Ceci sera éclairé par une question. Alors peut-être continuons la lecture et on va voir. Alors il donne des exemples maintenant de choses où la mitzvah va en fait jusqu'au matin. Hekter chalavim ve'eivarim mitzvatan atcheyale amud hashachar. La combustion des graisses et des membres. Là, il s'agit évidemment de ce qui se faisait à l'époque du temple, à l'époque des sacrifices. Chaque sacrifice, il y avait au moins les graisses qui étaient brûlées sur l'autel. Et s'agissant de l'Holocauste, qui est un terme bien connu aujourd'hui, malheureusement, comme son nom l'indique, c'est un sacrifice qui devait être entièrement brûlé sur l'autel. Non pas seulement les graisses, mais même les membres aussi. Et c'est à ce sacrifice-là que la Mishnah pense quand elle parle des membres, Evarim. Donc, qu'il s'agisse de la combustion des graisses ou la combustion des membres de l'animal sur l'autel, mitzvatan atcheyale amud hashachar. La mitzvah, c'est aussi jusqu'au matin. Bien que le texte dise atratzot. Non. Justement, là, sur ce point-là, d'ailleurs, Rashi est très clair. Là, et personne ne dira atratzot sur ce point-là. Alors, en quoi c'est une explication? Et donc, c'est simplement une idée pour montrer que lorsqu'il y a des mitzvot qui durent la nuit, on voit que elle s'arrête pas à minuit, mais elle s'arrête au petit matin. C'est-à-dire, Rabban Gamliel, elle veut essentiellement nous dire qu'il n'existe pas dans la Torah des mitzvot qui s'arrêtent au milieu de la nuit. En fait, il veut démontrer son opinion qui était que la mitzvah, c'est jusqu'au matin. Et alors il dit, voyez, par exemple pour les sacrifices, c'est bien jusqu'au matin. Et là, d'ailleurs, même les rabbins, les chachamim, ne disent pas atratzot. Ils reconnaissent eux-mêmes que ça va toute la nuit. Ensuite, et tous les sacrifices qui se mangent pour un seul jour, parce qu'il y a des sacrifices qui se mangeaient 2 jours et une nuit, et il y a des sacrifices que l'on pouvait manger seulement un jour, c'est-à-dire le jour et la nuit qui suivaient. Mitzvatan atcheyale amud hashachar, là encore, d'après la Torah, la mitzvah est de pouvoir les manger jusqu'au matin, mais pas plus, parce que il faut savoir, Achille explique également que les sacrifices, une fois qu'ils ont dépassé le délai qui était imparti pour leur consommation, on n'a pas le droit de les laisser passer, et si on les a laissés passer, on les appelle notards, c'est-à-dire résidus, ils sont restés trop tard, et à ce moment-là, ils deviennent interdits complètement à la consommation. Donc, Rabban Gamliel donne un deuxième exemple emprunté à la législation sacrificielle, d'une mitzvah qui est liée à la nuit et qui s'arrête à amud hashachar. Et il dit, et là, c'est vrai que les chachamim ont dit atratzot. Donc il dit, les chachamim ont dit atratzot, mais en fait, la mitzvah c'est jusqu'au matin. Alors on comprend pas, parce que d'un côté on dit que la mitzvah c'est jusqu'au matin, et de l'autre côté on nous dit que c'est atratzot. C'est pourquoi la Mishnah elle-même pose la question à la fin et dit, imken. Alors si c'est comme ça, lama amru la chachamim. Mishnah ou Rabban Gamliel? C'est semble-t-il la Mishnah qui intervient ici. Ou ça peut être Rabban Gamliel. En fait, c'est pas clair. Imken, lama amru chachamim atratzot. Si c'est ainsi, pourquoi les chachamim ont-ils dit jusqu'à chatzot, jusqu'à minuit? Kedei le'archik ha'adam min ha'aveira. C'est en fait pour éloigner l'homme de la transgression, du péché. Puisqu'il y aurait transgression à consommer un sacrifice trop tard, donc les chachamim vont dire on va pas laisser le temps de manger si longtemps, on va mettre une barrière un petit peu auparavant.
monsieur le rabbin Guggenheim, il y a tout de même une chose un tout petit peu étonnante dans cette Mishnah. Finalement, à la fin de la première partie, Rabban Gamliel dit très simplement, bon, Ad Sheyale Amud Ashachar. Donc, il donne son point de vue et il dit jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'à ce que monte la colonne de l'aube. Et tout de suite après, le même Rabban Gamliel, finalement, enfin, on raconte une histoire à propos de Rabban Gamliel, où les enfants se posent la question finalement à leur père. Est-ce qu'il faut lire, jusqu'à quand peut-on lire le Kriyat Shema? C'est un cas particulier puisqu'ils reviennent, on l'a dit, d'un banquet, et leur père leur répond, eh bien tout simplement, Imlo ala Amud Ashachar Chayavin Otan Aten Likrot. Donc finalement il ne fait que répéter ce que l'avis qui était donné dans la première partie de la Mishnah. Donc vous posez la question de savoir quel intérêt la Mishnah a-t-elle de nous rapporter cette histoire. Absolument, ça me paraît un petit peu disons superfétatoire, superflu. Oui, vous avez raison. Et la Gemara plus tard va poser une question un peu différente, mais finalement qui recoupe la vôtre. La Gemara va poser la question en ces termes: et les enfants de Rabban Gamliel, les fils de leur père, jusqu'à présent ils connaissaient pas la vie de leur père, c'est-à-dire est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de lui poser la question? Tout le monde connaissait la position de Rabban Gamliel qui était jusqu'au matin, donc il n'avait pas une seconde de doute à avoir sur la manière dont leur père leur répondrait. Et ça revient finalement au même. Et je vous livrerai par cœur la réponse de la Gemara, parce que nous n'arriverons pas jusque-là. Et vous allez voir, c'est un exemple vraiment très éloquent de la façon dont le Talmud va éclairer la Mishnah, et qui fait que la Mishnah, sans le commentaire talmudique, est un livre entièrement fermé. Et nous allons voir du même coup que la question des enfants de Rabban Gamliel est autrement sophistiquée et beaucoup plus complexe que celle qu'on avait comprise en première lecture. Et voilà la pensée et la question des enfants de Rabban Gamliel. Ils disent à leur père: nous savons très bien ta position, qui est Ad Sheyale Amud Ashachar, jusqu'au matin. Mais nous savons également que les Chachamim, les sages, ne sont pas d'accord avec toi, et qu'ils disent Ad Chatzot, jusqu'à minuit. Or, nous savons aussi, et nous l'avions déjà signalé, que lorsqu'il y a un désaccord entre les rabbins, on fixe la loi d'après la majorité. Donc, les fils disent à leur père: on est désolé, mais on sait très bien que la halakha sera pas comme toi. On sait que la halakha, elle sera comme les Chachamim qui disent à Tratzot. Et donc, ce que nous te demandons, nous, c'est quelle doit être notre marche à suivre d'après la position des Chachamim qui disent à Tratzot. On peut penser que les enfants, tout simplement, savaient qu'il y avait ce débat un peu contradictoire entre donc Rabban Gamliel, leur père, et la halakha, les Chachamim. Oui. Ce que disait donc la majorité des rabbins. Donc, ils savaient ce débat, et ils savaient même la conclusion de ce débat. Et ils viennent interroger leur père sur la manière, la conduite à suivre, d'après, finalement, l'opinion des Chachamim qui n'étaient pas d'accord avec Rabban Gamliel. Mais alors, à ce moment-là, on peut se poser la question. Alors, où est la question? Parce qu'on peut, en fait, ce que l'on peut plus précisément imaginer, c'est que là, il était plus que Chatzot. Absolument. On est obligé et que donc la question se posait vraiment. Alors, a priori, maintenant, d'après ce que je viens de dire, on voit plus la question, parce que on est après Chatzot, et les Chachamim disent à Chatzot. Alors, où est le problème? Et voilà comment, en fait, la question est posée. Et nous n'avons pas encore expliqué, en fait, nous n'avions pas expliqué d'où venait Atratzot. D'où venait cette position des Chachamim à Tratzot. Nous avons vu la fin de la Mishnah qui dit, quand les Chachamim ont dit à Tratzot, c'est que dès la Chika Adam Inavera, c'est pour éloigner l'homme du péché. Mais en fait, au moment où les enfants consultent leur père, ça ils ne le savent pas encore, puisque c'est Rabban Gamliel qui va leur donner ça dans sa réponse. Et donc, ils se posent la question, en fait, pourquoi les rabbins disent-ils à Tratzot? Et ils envisagent pour ça deux réponses. Ils disent, ça peut être pour une première raison. Attendez, il faut quand même rappeler que la question, on revient là-dessus parce que je crois qu'il faut que ce soit bien clair pour nos auditeurs. Oui. La question est de savoir ce que signifie le coucher, puisqu'on doit lire le Kriyat Shema au moment du coucher. Voilà, le coucher, ça peut être soit le début, au moment où on se couche, donc ça peut être, et c'est ce qu'on a vu la dernière fois, c'est vraisemblablement l'heure des trois jusqu'au premier tiers. Parlons du début d'abord. Oui. Bon, que c'est au moment où les trois étoiles apparaissent, donc c'est le début de la nuit. Ouais. Et le coucher, ça peut signifier le début, le moment où on se couche, mais ça peut signifier également le moment où l'on est couché, donc jusqu'à la fin
de la nuit. Voilà. Bon, donc c'est soit le début, soit la fin. Mais alors Chatzot en plein milieu de la nuit, pourquoi C'est ça, c'est exactement voilà cela. la question. Alors la question est, peut-être que les Chachamim qui disent à Chatzot sont d'accord avec Rabbi Eliezer sur la définition de Beshor Bocha qui voudrait dire tant que l'on va se coucher. Mais peut-être leur désaccord est-il que eux pensent qu'il y a des couches tard qui vont se coucher jusqu'à Chatzot. Rabbi Eliezer dirait non, pas plus tard que le premier tiers, et Chachamim dirait si jusqu'à Chatzot. Mais au-delà, ça s'appelle plus le moment où l'on va se coucher. Et d'après cela, de par la Torah elle-même, de par la définition même du mot à tôt couché, ça n'aurait plus aucun sens de réciter le Shema passer l'heure de Chatzot. C'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est que en fait, les rabbins pensent fondamentalement comme Rabban Gamliel, que Beshor Bocha veut dire toute la période nocturne pendant laquelle on est couché, et que de ce point de vue-là, ça va en fait jusqu'au matin. Alors d'où viendrait le Chatzot? Là, le Chatzot serait l'expression de l'irruption d'une disposition rabbinique qui viendrait modifier la loi de la Torah. C'est la barrière. C'est la barrière. Le Achika Adam in Avera. Alors, justement, là, on comprend mieux, finalement, la Mishnah, ce qu'on vient de lire. D'après ça, la construction de la fin de la Mishnah est très claire. Rabban Gamliel leur dit, il leur parle pas, comme je l'avais dit au tout début, selon son avis à lui. En fait, il est en train d'exposer la position de ses contradicteurs. Et ils lui disent, vous savez, les rabbins qui disent à Chatzot, ils sont pas tellement en désaccord avec moi. Fondamentalement, ils pensent comme moi, ils sont beaucoup plus près de moi que de Rabbi Eliezer. Parce qu'ils sont d'accord sur le plan de l'optique thoraïque, on est tous d'accord. Sur la définition du mot couché. Du mot couché. C'est tant qu'on est couché, voilà. Tout simplement. Ce qui nous sépare, c'est le fait de savoir si les rabbins ont modifié cette loi ou pas. Moi, je pense, dit Rabban Gamliel, qu'ils n'ont pas modifié. Et donc, que j'ai le droit, a priori, de faire Kriyat Shema jusqu'au matin. Les Chachamim, et la Lacha va être comme eux, ils ne sont pas d'accord avec moi sur ce point. Eux disent que c'est trop dangereux. Et Rashi explique d'ailleurs où est le danger. Imaginez qu'on laisse toute l'attitude de faire la Kriyat Shema jusqu'au matin. On peut très bien supposer que quelqu'un qui est fatigué après une longue journée de travail va dire finalement moi je suis fatigué, je vais faire un petit somme et puis après je vais travailler et après je vais me réveiller et je vais faire la Kriyat Shema. Et on risquerait qu'il s'endorme et qu'il ne se réveille pas. Alors, monsieur le rabbin, précisément, il nous reste quelques minutes. Je vous propose, dans les quelques minutes je voudrais juste quand même terminer cette phrase. La réponse de Rabban Gamliel à ses enfants va être, étant donné qu'effectivement la position des rabbins c'est jusqu'à Chatzot, donc a priori il faut le faire avant, mais vous n'avez pour des raisons majeures, vous avez oublié de le faire. Il faut absolument que vous le fassiez maintenant après Chatzot, car si vous avez dépassé l'horaire rabbinique, vous n'avez pas encore dépassé l'horaire de la Torah. Et donc, quand vous allez faire la lecture, vous allez vous acquitter de la mitzvah de la Torah. Donc, c'est toujours le principe de la barrière, et je voudrais justement qu'on s'arrête un petit peu plus, mais pas seulement à propos de ce texte même, plutôt aussi à propos de ce texte, mais que l'on aille un petit peu plus loin et que l'on parle des barrières en général. Par exemple, exemple très connu, on sait qu'on allume les bougies de Shabbat bien avant la tombée effective de la nuit. Oui, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples. Oui, l'exemple que vous avez pris est peut-être pas tellement bien choisi parce que lorsqu'on allume les bougies avant l'heure, c'est pas simplement parce qu'on a peur de dépasser l'heure. C'est aussi pour accueillir le Shabbat plus tôt et d'agrandir, parce que vous savez que le Shabbat est élastique. On doit faire une Tosefet Shabbat, rajouter du temps sur le Shabbat. Mais par contre, là où vous avez tout à fait raison, c'est que dire dans le Shabbat, il y a quantité de dispositions rabbiniques qui sont venues renforcer la législation thoraïque. Alors donc là, effectivement, quand on dit qu'un objet est mouktsé, là oui, les mouktsé, interdiction de déplacer un objet dans certaines conditions, parce que par exemple c'est un objet. C'est toujours la notion de risque. C'est pas seulement la notion de risque. Il y a différentes dispositions rabbiniques, toutes pour protéger la loi de la Torah. Mais vous avez raison, il y a différents risques, mais c'est toujours finalement une notion de risque, mais le risque peut rentrer dans différentes catégories. Par exemple, je risque moi-même de faire une transgression, comme ici par exemple. Si je laisse passer le chemin trop tard, je risque de dépasser l'heure du chemin. Ou alors dans le mouktsé, si j'utilise un objet qui sert à écrire habituellement, je risque d'écrire. Ou bien d'après certains autres, je risque de transporter quelque chose dans un domaine public que je n'ai pas le droit de faire. Mais il y a aussi d'autres
d'autres dispositions inspirées par d'autres risques. Par exemple, quelqu'un ne va pas être au courant de ce que je fais, pourquoi que je fais, il va mal interpréter mon action et va croire que quelque chose qui est en vérité interdit est permis en s'inspirant de moi. Là, c'est pas un risque que moi j'enfreine la loi, mais que un autre le fasse. Et donc il y a effectivement de très nombreuses lois qui ont été faites. Donc là ici je voudrais dire que dans cette Mishnah on a en fait l'exemple de l'intervention des rabbins dans la loi toraïque. Alors il est clair que la loi toraïque, les rabbins ne peuvent pas aller à son encontre, ne peuvent pas l'annuler. Ils peuvent simplement la renforcer. Donc c'est toujours dans le sens de la sévérité qu'il y aura. En ce qui concerne par exemple la Pessah, en ce qui concerne la fête de Pâques, eh bien il y a aussi des dispositions très nettes. Par exemple, la veille de Pâques, en principe, d'après la Torah, on peut manger du chametz jusqu'à la moitié de la journée, jusqu'à Chatzot. Or, vous savez très bien qu'on diffuse toujours dans toutes les villes. On rappelle que le chametz, c'est la levure. La levure, enfin tout ce qui est tout ce qui est farine fermentée et farine de blé ou autre céréales fermentées, c'est ça le chametz qu'on n'a pas le droit de manger à Pessah et qu'on n'a même pas le droit de posséder. D'après la Torah elle-même, et on n'a pas le droit d'en tirer profit. Cette défense commence d'après la Torah à Chatzot. Le Chatzot, pas le Chatzot de la Mishnah qui est le milieu de la nuit, mais le milieu de la journée. Il y a deux Chatzot, milieu de nuit et milieu de journée. Eh bien, les rabbins ont eu peur qu'on dépasse cette barrière et qu'on dépasse cet horaire, et ils ont fait comme dans notre Mishnah, une barrière horaire. Je pense à une autre interdiction, c'est le Chametz chez Avar Alav à Pessah. On n'a pas le droit de garder du chametz chez soi à Pessah. Et si quelqu'un en a gardé, eh bien son chametz devient interdit même après Pessah, toute l'année. Parce que on l'a pénalisé et d'après la Torah, il aurait le droit, mais ce sont les rabbins qui ont interdit cela. Très vite, parce qu'on arrive au terme de cet entretien, vraiment de cette émission en tout cas, puisque nous allons nous revoir, bien sûr. Une toute dernière question à ce sujet, monsieur le rabbin. Tout à l'heure, Rabban Gamliel, vous le disiez, disait donc à ses enfants que finalement, après Chatzot, après le milieu de la nuit, et jusqu'à la fin de la nuit, il pouvait faire le Kriyat Shema. C'était au-delà de la barrière, mais c'était tout de même une barrière rabbinique, mais que du point de vue de la Torah, il pouvait continuer. Est-ce que c'est vrai pour toutes les barrières? Est-ce que c'est la règle générale? C'est-à-dire qu'il y a une halakha de la Torah, il y a la barrière, et entre la barrière et la Torah, si on n'a pas pu faire la mitzvah avant, eh bien, on a l'obligation tout de même de la faire après. Est-ce que c'est toujours comme ça que les choses se passent? C'est-à-dire, le cas de figure n'est pas toujours, ne se pose pas de manière très fréquente, parce que là, nous sommes dans une barrière qui vise à mieux accomplir un acte religieux. Alors que la plupart des barrières... C'est une question de temps également. Oui, en plus c'est une question de temps. Alors que, en fait, la plupart des barrières dont nous avons parlé sont des barrières qui viennent renforcer des défenses. Oui, non, mais la question donc, que je pose... dans le cas de défense, vous n'avez pas... Non, mais la question que je pose, est-ce qu'on considère toujours que ces barrières ne sont... Est-ce que certaines barrières sont halakhiques au même titre que la Torah? Non, les rabbins ont toujours tenu à préserver cette hiérarchie. Et il y a beaucoup d'applications pratiques. Les rabbins ont toujours voulu qu'on fasse la différence entre la loi de la Torah, qui est absolue et immuable, et la loi des rabbins, qui est beaucoup plus faible et qui ne vient que comme un renforcement de cette loi. Monsieur le rabbin Guggenheim, je vous remercie. La prochaine fois, nous entamons l'étude de la Guémara. C'était Fenêtre ouverte sur le Talmud, une émission produite avec le concours de la Fondation Doron.